Je vais vous dire pourquoi et comment nous présentons les vedettes de Cherbourg ce soir. C'est pas banal, n'est-ce pas? Il est de tradition que chaque année, notre loge, en particulier la commission culture, marque par une soirée festive le mois de Iyar, où se sont déroulés les événements que vous connaissez, qui ont donné Yom HaSukkot et Yom Yerushalayim. Alors, ce mois d'Iyar, qui est donc un mois tout à fait exceptionnel, parce que balisé par ces deux fêtes dont je viens de vous parler. Le Yom Yerushalayim, nous le fêterons mardi soir prochain, 28 Iyar 5773. La libération et la réunification de Jérusalem s'étant produite le 28 Iyar 5727, le 7 juin 1967. 5 Iyar et 28 Iyar, ce sont donc des fêtes de ce que nous pouvons appeler notre nouveau calendrier, comme le désignait, comme le disait très formidablement Manitou, le Rav Léon Ashkenazi. Ce troisième calendrier de notre existence en tant que peuple juif, le premier ayant été le calendrier hébreu, le calendrier biblique, avec les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. Le deuxième étant le calendrier juif, celui marqué par Purim et Hanouka, ce qu'ont fait nos ancêtres en diaspora. Et le mois de Iyar était vide, à part Lag Bomer. Il s'est rempli maintenant avec les fêtes dont je vous ai parlé. C'est aussi une année exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui. Je tiens à en parler ce soir pour une autre raison. Le 65e anniversaire, c'est la première fois que depuis notre premier départ en exil, la majorité de notre peuple se trouve ici, en terre d'Israël. Nous sommes 6 042 000 en 2012, n'est-ce pas? 6 042 000 juifs qui vivent ici, en Israël, et qui représentent aussi la population qui croît, avec un accent circonflexe sur le « i », elle croît aussi d'une autre manière, le plus rapidement. Autre chiffre, un seuil qui vient lui aussi d'être dépassé. La population d'Israël, 8 millions. En 1948, nous étions 600 000 âmes. Avec un record de naissance battu, puisque 170 606 bébés sont nés en 2012. C'est le plus grand nombre de naissances de l'histoire de notre pays. En 1948, une seule ville en Israël comptait plus de 100 000 habitants. C'était Tel Aviv. Aujourd'hui, il y en a 14. Et Jérusalem est la première. Elle dépasse 800 000. 4 400. Tel Aviv, 404 000. Alors ce soir, pour commémorer les fêtes et tout ce qui s'en est suivi, cet immense développement de notre pays, notre sujet sera les vedettes de Cherbourg. Pourquoi? C'est un exploit, une aventure victorieuse des marins israéliens, de la marine de Tzahal. Une victoire qui entre parfaitement dans le cadre des événements à glorifier, des succès remportés par Israël, de notre combat qui se poursuit encore aujourd'hui, 45 ans après, pour la paix et pour notre sécurité. Pourquoi aussi nous parlons des vedettes de Cherbourg? Parce que grâce à Margalit Gétred, que je cherche, qui est ici présente, que je ne vois pas, où est-elle? Là voilà, que je remercie vraiment très sincèrement. Grâce à Margalit Gétred, nous avons pu entrer en contact, faire la connaissance de mon voisin de gauche. Je la remercie donc vivement pour cette contribution. Et je vais vous dire, Yves Ariel B, ce que c'est que B. B, c'est Béchet. Monsieur s'appelle Yves Ariel Béchet. C'est son nom. Yves Béchet est né en 1943 à Paris.
Il a fait des études primaires, secondaires et préparation des grandes écoles à Paris, les écoles d'hydrographie, puis l'école navale avec spécialisation en énergie, propulsion classique et nucléaire, puis il est devenu officier de marine dans la branche énergie. Si j'ai fait des erreurs, ben c'est joli ce que vous m'avez écrit, hein, je ne veux pas faire d'erreur. Vos professions étaient officier mécanicien à bord de navires, au pluriel, de la Compagnie Générale Transatlantique. Officier de marine, ingénieur secrétaire de la commission locale d'essai, CLE, à la majorité générale du port de Cherbourg, assurant le suivi des essais des navires en construction, et plus particulièrement du premier sous-marin nucléaire français, le SNLE, le Redoutable. Puis, vous êtes parti dans l'industrie. Vous êtes ingénieur en conception, en construction et essai. Puis, vous êtes devenu expert des centrales électriques thermiques en Asie, en Afrique, en Océanie, dans les autres pays d'Amérique, dans les dom-tom, aux établissements Alstom, puis ensuite Sulzer, pendant 28 ans. Et vous êtes retraité depuis 2006. Vous avez fait des séjours professionnels nombreux, abondants, plus particulièrement à Hong Kong, à Canton, à Jakarta, à Singapour, en Martinique, en Guadeloupe, dans la Réunion, à Berne, à Hambourg, à Milan, à Dakar, à Chicago. C'est dans les pays d'Extrême-Orient, particulièrement en Chine, que vous avez connu votre épouse, ici présente, que je salue aussi, qui était consul de France dans... Non, excusez-moi. Je travaillais à la mission commerciale. Voilà, d'accord. Bon, voilà la nuance. C'est ça. Je voudrais aussi souligner le comportement exemplaire du père de Yves-Ariel Béchette, qui, pendant la guerre, était dans la gendarmerie nationale et a sauvé un nombre de juifs incalculable en les prévenant de rafles qui allaient se produire au lieu où il se trouvait. Je tiens à saluer ici le travail qu'il avait fait. Alors, Yves Ariel a fait son alia le 28 décembre 2010 et je le remercie d'être là et je lui passe la parole. Alors, pour commencer, je vais vous montrer quelque chose d'amusant. C'est le blason de la ville de Cherbourg. Regardez bien comment il est fait. Vous avez 3 Magen David dessus. Il y avait 3 vedettes? Il y en avait 5. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Alors, j'ai trouvé ça curieux, j'ai dit il faut que je leur fasse voir parce que c'est quand même extraordinaire. Une coïncidence qui n'en est sans doute pas une. Alors, je vais commencer par expliquer, afin de bien comprendre ce qui s'est passé, et je vais vous décrire le déroulement des faits qui a amené à la construction des vedettes jusqu'à leur fuite. Il s'est passé tellement de choses que leur départ, c'était l'événement final, mais il s'est passé tellement de choses, c'est une histoire complètement abracadabrante, ces bateaux. Ils aboutissent à un événement bien particulier, l'escapade du port de Cherbourg pendant la nuit de Noël 1969, de 5 navires civils ou militaires, on ne sait pas trop, placés sous embargo par le gouvernement français. Et cet événement et ses suites constituent une définition restreinte que fut l'affaire des vedettes de Cherbourg. Quand vous demandez aux gens en France ou n'importe où, vous avez déjà entendu parler des vedettes de Cherbourg? Oui. C'est quoi? Ben, c'est les bateaux qui sont partis de Cherbourg la nuit de Noël. Oui, mais encore, ils ne savent pas. Alors je vais essayer d'expliquer de façon simple comment on en est arrivé là. En donnant une définition plus large et en s'attachant à la chronologie des faits et en s'appuyant sur les raisons de la construction de ce type de navire. Nous pourrions plutôt dire que l'affaire des vedettes de Cherbourg correspond alors à l'une des péripéties, simplement l'une des péripéties, de la réalisation du projet de la modernisation de la marine israélienne par l'adoption d'une tactique offensive rendue possible
grâce à la construction de nouvelles unités de combat, les vedettes lance-missiles à grande vitesse, dont nous parlerons plus en détail pour leurs caractéristiques exceptionnelles tout à l'heure. Le récit du départ clandestin des 5 dernières vedettes, une série de 12, il y en a eu 12 de fait à Cherbourg, pendant la nuit de Noël 1969, j'avais alors 26 ans, n'est pas l'avènement central, mais le dernier grand rebondissement dans la réalisation de ce projet de modernisation de la flotte, qui dura presque 10 ans, entre l'adoption du projet lui-même en 62 et l'entrée en service actif des vedettes, fin 69, début 70. 10 années, c'est long. Pourquoi 10 ans? Cela est dû aux problèmes techniques rencontrés pour réaliser de tels navires très rapides, problèmes d'hélice notamment, et surarmés dont les composants venaient de plusieurs nationalités et de constructeurs très différents. Propulsion, armement principal, armement secondaire, matériel de navigation, etc. Et surtout aux affaires liées à la réalisation de tels navires à l'étranger et donc aux problèmes diplomatiques qu'implique une telle situation. Voilà donc brossé très rapidement cette fameuse affaire dite des vedettes de Cherbourg, dont la grande majorité des Français ne connaissent que le rebondissement de leur escapade de la nuit du 24 au 25 décembre. Alors que j'étais à l'époque jeune enseigne de vaisseau à Cherbourg cette nuit-là, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. J'étais à Cherbourg, mais j'avais rien à voir avec ces vedettes. C'était pas du tout mon boulot. La situation au Proche-Orient dans les années 45 à 67, c'est ce qui va nous amener à comprendre un petit peu ce qui s'est passé. On est tous plus ou moins au courant, mais il faut entrer parfois peut-être un peu plus dans les détails pour bien piger tous les rouages qu'il y a là-dedans. En 1945, le Proche-Orient est un point névralgique pour les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pays de l'Est méditerranéen sont le théâtre d'un important jeu d'espionnage. Il reste un passage assuré vers l'Empire des Indes pour la Grande-Bretagne. En 1945, les États arabes fondent la Ligue arabe en Palestine. Et les tensions entre juifs et arabes sont de plus en plus fortes, bien qu'elles existent depuis 1920. Par ailleurs, cette région devient un des points de passage oubliés de la route du pétrole, et sa situation aux marges des sphères américaines et soviétiques, c'était la guerre froide, lui confère une place particulière dans le jeu des relations internationales. Alors une première période de tension et les guerres entre les États. 1948-49, la première guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance est la première tentative arabe de détruire l'État d'Israël dès sa création le 14 mai 1948. Cependant, les racines de cette guerre ont commencé dès les années 20 et 30, car la communauté juive était victime d'agressions arabes continuelles, avec pour point culminant les émeutes de Hébron en 1929 et la grande révolte arabe de 1936-1939. À partir du 30 novembre 1947, suite au plan de partage de la Palestine, les heurts étaient fréquents entre forces juives et arabes et annonciateurs d'une longue et douloureuse guerre. Le 14 mai 1948, l'État d'Israël déclare son indépendance conformément à la décision de l'ONU du 29 novembre 1947, et dans la nuit du 14 au 15 mai, Tel Aviv est bombardée par l'aviation égyptienne. Et la guerre entre dans sa phase offensive directe. 5 États arabes, pas moins, l'Égypte, le Liban, la Syrie, la Jordanie et même l'Irak attaquent et envahissent le jeune État juif au nord, au sud et à l'est. Même l'Arabie saoudite envoya des hommes sous commandement égyptien. On trouvait aussi des militaires soudanais, rien que ça. La guerre d'indépendance se divisa en 39 opérations, je ne vais pas toutes vous les citer, parce que différentes, dont la dernière, l'opération Oufda, permit à Israël de prendre le contrôle du Negev jusqu'à Eilat. Le 7 janvier 1949, après 13 mois de guerre et la victoire d'Israël, un cessez-le-feu est établi, et du 24 février au 20 juillet 1949, ce qui fut long et laborieux, des accords de paix furent signés successivement avec l'Égypte, puis le Liban, la Jordanie et la Syrie. Par contre, l'Irak, lui, refusa de signer de tels accords, retira ses troupes et mit le secteur de Judée-Samarie et de Jordanie sous le contrôle de la Légion arabe. On arrive maintenant à 1956, la deuxième guerre, la crise de Suez. Cette crise est née de la rencontre de plusieurs facteurs. Elle est déclenchée dans le contexte de la guerre froide, du rapprochement de l'Égypte avec l'URSS. Ce rapprochement est lié à la conclusion du pacte de Bagdad en février 1955 et qui pousse l'Égypte à se tourner vers l'Union soviétique. Alors le pacte de Bagdad, qu'est-ce que c'est? C'est un traité d'organisation du Moyen-Orient de défense commune.
cherchant à unir la zone Moyen-Orient de la Turquie au Pakistan dans le but de contenir l'influence de l'Union soviétique qui était de plus en plus pesante. Les pays adhérents, il y avait la Turquie, l'Irak, la Grande-Bretagne, le Pakistan et l'Iran. Ce pacte est contenu pour 5 ans renouvelables. Vous connaissez tous la suite. Ça a été, il s'ensuit des ventes massives d'armes effectuées par la Tchécoslovaquie du bloc de l'Est à l'Égypte. L'Égypte renforce son dispositif par la signature d'un pacte militaire en octobre 1955. Entre cette dernière, la Syrie, l'Arabie Saoudite, rejoint en avril 1956 par le Yémen. Dans le même temps, dans le cadre de la mise en valeur économique du pays, Nasser envisage de construire un barrage sur le Nil à Assouan, afin de réguler le débit du fleuve qui permettrait de répondre aux besoins de l'agriculture et de produire de l'électricité dont ils avaient un grand besoin. Pour sa construction, Nasser demande de l'aide financière et technique aux États-Unis. Mais compte tenu de l'aide militaire apportée par l'URSS, les États-Unis refusent, compte tenu de l'orientation trop pro-soviétique de l'Égypte et des ventes d'armes en provenance de l'Est. En représailles, Nasser décide de nationaliser la compagnie du canal de Suez, dont les revenus permettront de financer la construction du barrage d'Assouan. Les deux grands blocs, soviétiques et américains, soutiennent alors la décision de Nasser de nationaliser le canal, qui est géré par les Anglais et les Français, qui en sont les gros actionnaires, et qui envisagent de s'allier avec l'État d'Israël pour reprendre leur canal. Parce qu'Israël était intéressé lui aussi, tandis que l'Égypte avait décrété en même temps de leur interdire le passage par le canal, ce qui était un gros handicap pour pouvoir fonctionner de la mer Rouge à la Méditerranée. Cette nationalisation suscite des réactions occidentales et d'Israël. En effet, dans le contexte du premier conflit israélo-arabe, 48-49, et de l'administration égyptienne qui s'ensuit à Gaza, l'Égypte et Israël connaissent des tensions territoriales qui donnent lieu à des attaques et à des représailles continuelles. En outre, les achats d'armes de l'Égypte sont vécus par crainte par Israël, qui demande l'appui d'autres puissances. La France répond à sa demande et livre à Israël des avions et des armes. Mystère 2, Mystère 4, des chars AMX, et après, il y aura eu les Mirages. Il ne faut pas oublier qu'après avoir été vaincu lors de la guerre de l'indépendance, les pays arabes veulent leur revanche. Nasser, qui est vu comme le défenseur du nationalisme arabe contre l'État hébreu, a interdit la mer Rouge aux bateaux israéliens, ce qui fut considéré par le peuple juif comme une agression directe. Afin de briser le blocus, Israël profita de la crise de Suez pour s'allier avec la France et l'Angleterre. Le 29 octobre 1956, les Israéliens exécutèrent une opération en accord avec les deux pays européens. Ils pénétrèrent à Gaza et dans le Sinaï, tandis que le 31 octobre, les armées françaises et anglaises débarquèrent dans la zone du canal. Pour les deux superpuissances de ce temps, les USA et l'URSS, ce canal était de la plus haute importance, donc sous la menace de leur arsenal nucléaire. Sous la menace de leur arsenal nucléaire, ils obligèrent la France et l'Angleterre à cesser le feu et à démobiliser leurs troupes. Israël obtint tout de même la circulation dans le canal de Suez grâce à la présence des forces de l'ONU. Petite parenthèse au cœur de ces guerres multiples, parlons un petit peu marine et bateau. Nous nous rendons compte que déjà en prévision des jours à venir, pour assurer sa défense et des contre-offensives efficaces, l'État hébreu a besoin en plus d'une armée de terre forte et d'une aviation qui ne dépend moins d'une marine puissante, ce qui laisse entrevoir des commandes de navires de guerre adaptées à la situation. Le danger des agressions ou approvisionnement d'armes peuvent aussi venir de la mer. Rappelons-nous d'où sont venus les Philistins. Donc la marine, c'était un petit peu le maillon faible de la défense israélienne. Et à l'époque, PLR 45. Personne n'appelait ces bateaux des vedettes. On verra plus tard comment est arrivée l'appellation vedette de Cherbourg. La campagne de Suez a scellé l'amitié entre la France et Israël. C'est le début d'une lune de miel entre les deux pays. Et la France devient son premier fournisseur d'armes et d'aide technique dans divers secteurs, notamment pour la recherche nucléaire au centre de Dimona, dans les centrales électriques, etc. Washington, en froid avec Israël, suite à sa participation à la crise de Suez, place ce dernier sous embargo pour les armes à partir de 1956. Cet embargo sera levé en 1962
aux réactions des livraisons d'armes faites par l'URSS aux États arabes. En effet, en 1962, les soviétiques commencèrent à distribuer des komars. En russe, ça veut dire moustique. Ce sont des bateaux rapides équipés de leurs missiles mer-mer Styx, qui resteront les premières vedettes lance-missiles au monde, aux pays du pacte de Varsovie et à des pays amis tels que l'Égypte et la Syrie. L'apparition du Styx en Méditerranée orientale, donc de ce missile mer-mer, autrement dit missile anti-navire, en Méditerranée orientale, inquiéta la marine israélienne pour qui il devenait urgent de concevoir un bateau pouvant concurrencer la nouvelle menace arabe. Donc, il y a encore eu un petit problème avec ces histoires de construction de bateaux. Tout le monde est au courant qu'elles ont été faites à Cherbourg, mais ça ne s'est pas fait à Cherbourg tout de suite. Ça a commencé par un accord qui a été signé pour la modernisation de la flotte israélienne avec l'Allemagne. Les États-Unis, bien sûr, ne voulaient pas coopérer avec Israël à ce moment-là pour faire des bateaux. Donc, les 4 pays qui pouvaient éventuellement fournir des bateaux à Israël, c'était l'Angleterre, la France, les 2 alliés de la guerre de Suez, c'était l'Allemagne, et puis c'était l'Italie éventuellement. Donc, possédant de faibles moyens et des navires vétustes, inadaptés, la marine israélienne fait figure de parent pauvre de Tsahal. Donc, on va s'apercevoir qu'après, il y a eu des péripéties, j'abrège parce que sinon on va finir à 9h. Voilà. Donc, les 4 pays dont je viens de parler possèdent le savoir-faire et sont plus ou moins favorables à la cause d'Israël. Rapidement, la marine israélienne envoie dans ces pays des spécialistes chargés de présenter le projet israélien et de trouver des modèles de navires pouvant convenir. Les constructeurs anglais, ne proposant pas de modèle jugé adapté, la piste de la Grande-Bretagne est donc vite écartée. Les Israéliens trouvent leur bonheur ailleurs. Le modèle des vedettes lance-torpille de classe Jaguar de la dernière guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, construit par le chantier Lürssen en Allemagne, acquis par la Bundesmarine, est jugé le plus adapté. Israël commandera donc ses navires en RFA, un pays au lourd passé avec le peuple juif, mais qui est de façon étonnante l'un des premiers soutiens de la cause de l'État d'Israël en Europe. Première tentative de construction en Allemagne fédérale, première affaire des vedettes israéliennes. L'Allemagne fut l'un des pionniers dans la construction de petits navires rapides, les vedettes lance-torpille, produites en grand nombre pendant la Deuxième Guerre mondiale par les chantiers allemands de la mer du Nord, et en particulier par le chantier Lürssen à Brême. Ce chantier poursuit alors son activité, héritée de la dernière guerre, et vient de finir une série de vedettes lance-torpilles pour la marine allemande, la classe Jaguar. Ces vedettes présentent des caractéristiques de performance souhaitées par la marine israélienne. Rapidement, les Israéliens prennent contact avec Bonn et le chancelier Strauss, et dès 1963, un accord est signé avec l'Allemagne de l'Ouest via le chantier Lürssen, qui s'engage à construire des vedettes rapides, non armées, destinées à porter des missiles Gabriel, qui eux sont conçus et seront montés par Israël en Israël. Lürssen commence à tracer les plans à partir des exigences israéliennes et à partir des plans existants des Jaguars. On équipera la coque basée sur le Jaguar de puissants moteurs diesel allemands des usines MTU. Le matériel électronique viendra d'Italie et les appareils de navigation de Grande-Bretagne. Les rapports avec le chantier allemand Lürssen commencent en mars 1963, lorsque Shlomo Herel, le commandant en second de la marine israélienne, arrive à Brême. Il informe Lürssen des exigences des Israéliens pour leurs navires, afin de les adapter aux Jaguars proposés par le chantier. Rapidement, il apparaît que le navire proposé n'est pas adapté aux conditions d'utilisation des Israéliens. Conçu pour la mer du Nord et la Baltique, le Jaguar a une coque en bois pour échapper aux nombreuses mines encore présentes. De plus, il est conçu pour les mers froides. Donc il y aura des problèmes de réfrigération certains en mer Méditerranée ou en mer Rouge. Cependant, les souhaits des Israéliens poussent le chantier à écarter la possibilité d'adapter le Jaguar, mais bien de refaire les plans d'un navire inspiré du Jaguar, mais répondant aux exigences israéliennes très nombreuses. Ils veulent un navire avec une coque en acier, car plus facile à reproduire en Israël. Le navire devra avoir une vitesse d'au moins 40 nœuds
et une autonomie de plus de 1000 milles, ce qui fait 1800 km environ. Il devra être conçu pour pouvoir à la fois embarquer et utiliser des missiles anti-navires, Gabriel, être doté d'un équipement complet de lutte anti-sous-marine, à savoir un sonar et des charges explosives, des grenades, des grenadages de sous-marins, ainsi qu'un armement anti-aérien polyvalent. Autrement dit, sur un petit bateau de l'ordre de 45 mètres de long, ils veulent l'armement d'un cuirassé. Le navire devra avoir une bonne tenue en mer et être capable de combattre seul ou en formation. Autant d'exigences pour un navire de taille très modeste sont inhabituelles pour l'URSSEN qui ne comprend pas forcément le rôle capital de ces navires pour les Israéliens. D'où la réaction du docteur Mentz, chef de la division technique, qui perplexe, ironise. « Ya, très intéressant, mais dites-moi, voulez-vous aussi un grand piano dans le bateau ?» Il faudra un an de négociation pour aboutir au plan définitif du navire adapté du Jaguar et répondant à l'ensemble des souhaits soumis au chantier. Mais, d'où le sous-titre de première affaire des vedettes, mais un premier bouleversement vient troubler la construction des vedettes. En octobre 1964, des fuites sur les liens secrets entre Israël et la RFA, en particulier sur les ventes d'armes, les échanges de technologies militaires et sur la construction des vedettes rapides sortent dans la presse américaine, par peur des réactions internationales, en particulier de celles des pays arabes en froid avec la RFA, et qui risquent en réaction de reconnaître officiellement la RDA, liée à l'URSS, leur nouveau protecteur et fournisseur d'armes, bonne mais fin au programme de construction aux grandes dames des Israéliens qui ont besoin de leurs navires. Les émissaires de la marine israélienne arrivent à convaincre le gouvernement allemand de ne pas se contenter de transformer l'aide matérielle en aide financière, et après négociation, ils obtiennent que les plans de leurs navires soient donnés aux chantiers qui reprendront leurs commandes et assureront la suite. C'est à ce moment que l'URSSEN propose à l'un de ses partenaires et amis, heureusement qu'ils étaient amis, Félix Amiot, de lui céder les plans et la licence pour réaliser la commande passée par Israël. Félix Amiot, c'est le créateur et le patron des chantiers mécaniques de Normandie à Cherbourg qui ont fait les vedettes. Félix Amiot était un Cherbourgeois, il est né à Cherbourg. C'est à ce moment que l'URSSEN propose à l'un de ses partenaires et amis, Félix Amiot, de lui céder les plans et la licence pour réaliser la commande passée par Israël, que le chantier l'URSSEN, faute de temps, et surtout face aux problèmes diplomatiques de son gouvernement, ne peut honorer. Félix Amiot, directeur des chantiers Amiot, accepte cette aubaine pour ces chantiers qui, à cette période, lui aussi avait des problèmes de charge de commande, sont en baisse d'activité et en attente de commandes pour l'avenir. Reste à convaincre le gouvernement français de l'accepter et de la confier à Félix Amiot et à ses chantiers de Cherbourg. L'échec de la collaboration avec la RFA pousse donc Israël à se tourner vers son autre allié en Europe, la France. Les liens avec la France sont forts et anciens. La France fut parmi les premières nations à reconnaître l'État d'Israël et aussi à accepter de lui livrer les armes de façon officielle, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis qui placent ce nouvel État sous embargo. Le 21 mai 1965, un accord est signé entre Israël et la France. Il porte sur la livraison de 6 coques, dont la construction est confiée à un chantier naval de Cherbourg, la Société d'armement maritime de transport. Cette société est une filiale des constructions mécaniques de Normandie, les deux appartenant à Félix Amiot, industriel nouvellement reconverti dans la construction navale après un premier succès dans l'aviation avant-guerre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le nom d'Amiot, mais ça a été un des très grands constructeurs français avant Dassault, avant les avions blocs, d'avions militaires pour l'armée de l'air française, notamment des bombardiers. Le choix des chantiers de Félix Amiot n'est pas une surprise. Félix Amiot a réussi par ses amitiés avec l'URSSEN à obtenir la licence pour fabriquer les navires des Israéliens, mais aussi l'intégralité des plans. Il a su aussi convaincre les Israéliens de faire construire chez lui les coques destinées à porter le missile Gabriel. Jamais encore il n'avait construit de navire avec des coques en acier. Contrairement à l'URSSEN, Amiot a construit principalement des navires en bois, tels que des chalutiers, des patrouilleurs côtiers, des chasseurs de mines. Donc vous imaginez, tout ce bâtiment-là était quand même particulièrement gonflé, de se lancer dans une aventure pareille, des vedettes rapides, avec des propulsions
surdimensionné, alors qu'il n'avait fabriqué que des chalutiers et des chasseurs de mines. Ce défi pousse l'entreprise à rechercher des spécialistes qui lui font défaut, en particulier pour le travail de l'acier. Amier trouve ses spécialistes en les débauchant d'autres chantiers ou dans les rangs de la marine et de ses arsenaux. C'est à ce moment qu'il recrutait un monsieur André Corbinet, un ancien ingénieur de la marine ayant collaboré avec Félix Amiot pour la réalisation de la Combattante en 1964. La Combattante, c'était un patrouilleur. Une fois en poste, il devient à la fin de l'année l'ingénieur responsable du marché pour Israël. La construction des navires débute à Cherbourg en été 65, donc on s'aperçoit que les années ont passé, beaucoup de temps est passé et ça urge. La reprise du programme israélien s'accompagne de l'arrivée à Cherbourg d'une mission israélienne pour la phase d'études et le contrôle de la fabrication, mission composée des mêmes personnes que celles détachées auprès de l'Ursen auparavant. Elle est dirigée par Haïm Shalal et compte 3 autres membres, un spécialiste en mécanique et un autre électricien. Aussitôt installée, la mission reprend avec les ingénieurs du chantier les plans cédés par l'Ursen. Ceux-ci sont encore assez sommaires et ils doivent continuer à finaliser les plans avec beaucoup d'heures d'études et de dessins. Cette étape occupera le début de l'année 66. D'un autre côté, les Israéliens étaient ravis d'être à Cherbourg, le temps était variable. Nous avons les 4 saisons en une seule journée, disait-il. Le contrat des bateaux eut un impact puissant sur l'économie locale faiblissante de la ville. Alors ensuite, avec tous les efforts faits par les chantiers de M. Amiot, devant la bonne volonté du chantier et l'avancée de l'étude du navire, Israël confirme son engagement en passant la commande d'une nouvelle série de 6 coques identiques à celle de la première commande. Ce sont les navires de ce second contrat qui seront l'objet de l'affaire des vedettes de Cherbourg. Un délai maximal de 4 ans est imposé par Israël pour la livraison des 12 navires sous peine de pénalité. Une fois le premier navire lancé et mis au point, il est prévu qu'un navire devra être lancé toutes les 10 semaines. La fin de l'année 66 et le début de 67 sont marqués par l'achèvement de l'étude et la construction de la première vedette issue de la commande de 1966. Si la construction se passe sans souci majeur, le navire est mis à l'eau le 11 avril 1967 en grande pompe. Mais il en va tout autrement pour les essais en mer. À l'occasion de la mise à l'eau du premier navire, une délégation allemande des chantiers de l'Ursen de Brême vint à Cherbourg seconder les Israéliens. Lorsque le bateau a eu passé les brise-lames, les grandes jetées qui protègent la rade de Cherbourg, la poussée puissante des 4 moteurs était bien au-delà de ce que tout Israélien n'avait jamais manœuvré. Les Allemands étaient impatients devant cette prudence. « Laissez-nous prendre la relève », dit M. Waldemuth, l'architecte naval allemand. Poussant les moteurs, Waldemuth passa de 30 à 40 nœuds, vitesse à laquelle le bateau manœuvrait en combat. Le petit bateau fonçait à travers l'eau, et déjà il était au large de Southampton. Un paquebot de la Cunard sortait du port anglais en riant et exultant. L'ingénieur allemand fit de larges cercles autour du paquebot anglais avant de rendre le contrôle au capitaine Benjamin Tellem de la marine israélienne. Après quelques heures d'essai, le navire rentre au port. On constate alors que les hélices sont usées de manière prématurée. Ce problème, un problème de cavitation bien sûr, va mobiliser le chantier pendant une bonne partie de l'année 67, même si la fabrication des vedettes se poursuit. Donc tout le monde allait de l'avant, même s'il y avait des problèmes, allez, on continue les coques. Et une solution sur les hélices sera trouvée par Félix Amiot lui-même et donna lieu à un dépôt de brevet. Le bateau quitta finalement Cherbourg en décembre 1967. Donc la France et Israël signent 2 contrats concernant la commande des 12 patrouilleurs, le 26 juillet 65 et le 14 mars 66, entre Israël et les chantiers mécaniques de Normandie. Ces chantiers ont été fondés par Félix Amiot, bon d'accord, pionnier de l'aviation, je l'ai dit, je ne vais pas répéter. Alors, cette commande revêtait d'autant plus d'importance pour les Israéliens que les bateaux de ce type étaient les seuls capables de rivaliser avec les vedettes lance-missiles Comar fournis par l'URSS aux Égyptiens. Les détails vous seront donnés un petit peu plus loin sur ces 2 types de bateaux. Tout paraît donc s'organiser pour le mieux avec Paris, pour que la marine israélienne ait de quoi riposter dans le futur face aux menaces grandissantes des pays arabes voisins. Mais seulement voilà, un groupe aveugle va tomber dans la mare
et perturber l'harmonie qui régnait alors entre les deux pays amis, la France et Israël. Et ce pavé, c'est bien entendu la Troisième Guerre ou la guerre des 6 jours. Le retrait des casques bleus du Sinaï, le 19 mai 67, leur remplacement par des troupes égyptiennes qui réoccupent Sharm el-Sheikh, ajoute à la tension créée par les raids des fédayines égyptiens et des commandos de l'OLP contre Israël. Dès lors, la crise s'accélère. L'Algérie décide l'envoi d'unités au Moyen-Orient. Le roi Hussein de Jordanie conclut un accord militaire avec l'Égypte auquel l'Irak adhère le 4 juin. La Syrie, à l'imitation de l'Égypte dans le Sinaï, masse ouvertement ses troupes à la frontière avec Israël. Et Israël réagit par une attaque préventive lancée le 5 juin. Après avoir éliminé et cloué au sol les avions arabes, les Israéliens encerclent et écrasent les divisions égyptiennes dans le Sinaï, du 5 au 8 juin, repoussent en Cisjordanie la Légion arabe du roi Hussein, et ne sont arrêtés sur la route de Damas que par le cessez-le-feu imposé par l'ONU du 6 au 10 juin. Israël occupe tout le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie et le plateau du Golan. Mais un événement tragique. Le 21 octobre 1967, entre 3 et 4 mois après la guerre des 6 jours, 2 vedettes égyptiennes classe Comar tirent 2 fois 2 missiles antinavires Mermer Styx sur la fierté de la marine israélienne, le destroyer Elat, et celui-ci coule peu après en quelques minutes. Les techniques de combat naval sont bouleversées et c'est la première fois en effet que des missiles antinavires sont utilisés au lieu d'obus ou de torpilles comme autrefois. Donc c'est un nouveau modèle de la guerre navale et on s'aperçoit que c'est très très efficace. Pendant ce temps, les 12 patrouilleurs étaient en construction au chantier Amiot à Cherbourg. Le besoin devenait de plus en plus urgent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de ces 2 types de navires. Les Comar, fournis par l'URSS à l'Égypte, c'était des bateaux de déplacement 77 tonnes à pleine charge, y compris le carburant, les munitions, l'eau, la nourriture, etc. C'était des bateaux de 25 mètres de long, de 6 mètres de large et d'un tirant d'eau d'1,24 m. Ils avaient 2 hélices et 2 moteurs diesel M50F de 4800 chevaux chacun, ce qui est énorme pour des bateaux de cette taille. Alors, le moteur M50F, je ne sais pas, j'ai cherché d'où il venait, je pense que c'est des moteurs soviétiques de je ne sais pas quelle marque. Si bien que ces petits bateaux avaient 9600 chevaux. C'est-à-dire qu'il y avait par tonne de bateaux déplacés 123 chevaux. La vitesse maxi était de l'ordre de 35 nœuds, ce qui était un petit peu inférieur à 70 km/h, mettons 67 km/h. Leur armement était de 2 missiles Styx et un canon double de 25 mm. Le rayon d'action était de l'ordre de 300 000 à 30 nœuds, ce qui n'est pas énorme. Les patrouilleurs de Cherbourg, eux, avec les caractéristiques suivantes. Ils déplaçaient 250 tonnes, ils faisaient 45 mètres de long, 7 mètres de large, un tirant d'eau d'1,70 m avec 4 hélices et 4 moteurs MTU de 20 cylindres en V, à 2000 tours minute et 3500 chevaux chacun. Il y avait 14 000 chevaux à bord. La puissance massique était inférieure, la moitié de celle des bateaux soviétiques, de 57 chevaux par tonne déplacée. Mais leur vitesse maxi était de 42 nœuds. L'armement était non pas 2, mais 6 missiles Gabriel, 4 missiles Harpoon, un canon de 76. Otto, c'est un excellent modèle de canon italien. Le rayon d'action était de 500 000 à 30 nœuds. Et l'équipage était de 35 hommes. Nous pouvons constater une nette supériorité des patrouilleurs Amiot sur les Comars. Alors, comment ces bateaux allaient aussi vite? Parce que la tôle de la carène de ces patrouilleurs était mise à blanc, poncée, puis traitée avec un PIA qui s'appelait la désoxine. C'est un produit qui contenait de l'acide phosphorique qui retirait, en les mangeant, toute aspérité du métal avant l'application d'une peinture, l'anti-fouling, une peinture anti-salissure qui empêche aux algues et aux petites bêtes de se coller à la coque pour le ralentir. Ce qui conférait une résistance à l'avancement très faible et améliorait de ce fait la vitesse, la consommation, donc le rayon d'action. Maintenant, nous allons voir les rapports entre la Ve République et Israël, puisque c'est à ce moment-là que la Ve République est apparue. Depuis l'expédition de Suez, la diplomatie française avait été écartée des affaires du Proche-Orient. Soutenu par l'Union soviétique, Nasser avait marqué un pas de plus vers le panarabisme en proclamant l'union avec la Syrie en 1958.
En juillet, la monarchie irakienne était renversée par des officiers récusant le pacte de Bagdad, dont on parlait tout à l'heure. Partagé entre les amitiés soviétiques et la doctrine Eisenhower, le jeu des alliances laissait peu de temps à l'action française et les interventions militaires de ses alliés à Beyrouth et en Jordanie avaient eu lieu sans grande concertation et ces derniers montraient peu de soutien dans le problème algérien. Bien que la crise de Suez et la guerre d'Algérie aient défavorisé les relations entre la France et les capitales arabes, le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 entendait bien rétablir le dialogue avec les autres versants de la Méditerranée. Cependant, il s'agissait d'un jeu d'équilibristes, tant ce retour sur la scène arabe posait directement la question du développement des relations avec l'État hébreu. C'est dans ce contexte du renouveau des relations franco-arabes que De Gaulle a conceptualisé une réorientation progressive de la politique française à l'égard de son allié Israël. On peut résumer cela en disant que la politique française au Moyen-Orient prenait l'allure d'une diplomatie à géométrie variable. Pour le chef de l'État français, Israël était un allié au Proche-Orient avec qui il fallait maintenir des liens militaires très étroits, à la fois pour assurer sa propre sécurité, un équilibre des forces dans la région, mais aussi les liens tissés entre les complexes militaro-industriels des deux pays. D'autre part, il était désormais privilégié une coopération qui s'étend dans les domaines économiques et culturels. Il y avait aussi une volonté de dépasser le schéma de l'alliance politico-militaire au profit de relations privilégiées au sens large du terme. Dès 1958, des entreprises françaises ont opéré une percée dans l'économie israélienne, en remportant divers marchés, autoroutes de Beersheba à Eilat, aménagement du port de Haïfa, etc. En 1962 fut créé un protocole de libre-échange entre les deux États pour certains produits finis. Parallèlement aux avancées dans le secteur économique, la coopération franco-israélienne s'était développée dans le domaine de l'énergie atomique. Signé conjointement en 1955 par le ministre de la Défense Pierre Koenig et le ministre des Affaires atomiques Palevski, l'accord avec l'État d'Israël fut maintenu dans les plus grands secrets alors qu'en 1958 la France avait officiellement déclaré avoir cessé toute collusion avec les scientifiques de Dimona. En dépit de nombreuses tentatives de diversification de la coopération entre les deux États, le secteur de l'armement demeurait cependant la part la plus importante des échanges. Non seulement la France était le plus gros fournisseur d'armes à Israël, mais ces échanges portaient également sur du matériel de très haute technologie à l'époque, à l'instar des chasseurs bombardiers Mirage 3 qui furent massivement utilisés lors de la guerre des 6 jours. La politique pro-arabe progressera avec différentes capitales arabes, surtout dans le domaine des contrats d'approvisionnement de la France en hydrocarbures, en échange de coopération technique et de transfert de technologies dans de nombreux secteurs. En termes d'échange, la France avait désormais accès au marché arabe. Parallèlement, plusieurs milliers de techniciens et d'enseignants furent envoyés dans le monde arabe. C'est ainsi qu'à la veille de la troisième guerre de 67, celle des 6 jours, Paris avait renoué et consolidé ses positions dans cette partie du monde. De manière globale, cette diplomatie à géométrie variable s'inscrivait dans un cadre plus large, la politique de la France en Méditerranée. La rupture de cet équilibre eut lieu avec l'attaque préventive surprise des chasseurs bombardiers israéliens le 5 juin 1967 sur les aérodromes égyptiens et syriens en détruisant tous leurs avions, supprimant ainsi tout risque pouvant venir de l'aviation arabe et surtout portant un coup dur à leur morale. Ceux qui devaient attaquer en premier ont été en grande partie neutralisés par surprise. Les blindés de l'infanterie israélienne ayant fait le reste, comme vous le savez, pour gagner cette guerre vite fait, bien fait. Pris entre les intérêts systématiques de son allié français et la perception d'une menace à ses frontières, Israël fit le choix de donner l'assaut. La guerre des 6 jours allait dès lors marquer le début de la rupture entre Paris et Jérusalem, la fin d'une alliance jadis née à l'aube de Suez et mise à mal une décennie plus tard. Le président français avait déjà tenté de dissuader ses alliés israéliens de passer à l'attaque en envoyant un signal très ferme par le biais d'un embargo sur les livraisons d'armes. Or, devant l'intransigeance des Israéliens, De Gaulle vint à rendre son verdict. Le communiqué de Conseil des ministres du 15 juin 1967 condamnait l'agression israélienne et réaffirmait le refus de la France de ne tenir pour acquis aucun fait accompli. Heureusement, l'embargo sur les armes décrété la veille du conflit n'avait été que partiellement respecté. Des pièces de rechange et du matériel continuaient à acheminer secrètement vers Israël. La querelle entre les deux États vint à s'accentuer lors d'une conférence de presse du général de Gaulle donnée le 27 novembre 1967 à l'Élysée,
Alors là, j'ai noté les termes exacts qu'il a dit. Je vais vous les lire lentement et vous allez voir que c'est pas de la tarte. Parlant de la situation au Proche-Orient, il vint à déclarer que beaucoup se demandaient si les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent une fois rassemblés dans le site de leur ancienne grandeur, à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles. Rien que ça. Ces mots firent l'effet d'une bombe au sein de la société israélienne, des Juifs de France, mais aussi de nombreux politiciens sympathisants de la cause de l'État hébreu. David Ben Gurion avait ainsi écrit au général en déplorant les critiques injustes formulées par de nombreuses personnes en France, en Israël et dans d'autres pays qui, je pense, n'ont pas examiné vos propos avec tout le sérieux requis. Mais la rupture fut consommée en décembre 1968 avec une attaque israélienne au sud-Liban en riposte à un attentat anti-israélien sur l'aéroport d'Athènes. Tsahal avait lancé une opération de rétorsion sur l'aérodrome de Beyrouth. Opposé à la théorie des représailles, De Gaulle proclama l'effectivité totale du boycott des armes à destination d'Israël. Cette décision ne faisait pas que des adhérents. Il convient de citer en particulier le milieu de l'armement, qui perdait ainsi un de ses plus gros clients, le groupe d'assaut qui avait notamment équipé l'armée de l'air israélienne de Mirage 3, et bien sûr, sans oublier nos amis de Cherbourg, les chantiers Amiot. Qu'en était-il de nos patrouilleurs au milieu de tous ces événements? Le premier patrouilleur est lancé le 11 avril 1967. 5 de ces patrouilleurs sont livrés avant l'embargo, puis 2 autres en essai au moment de l'embargo profitent de leurs essais pour foutre le camp et rallier Israël. Et là, le silence absolu et impératif sur cette première petite escapade, pour ne pas passer pour des rigolos, mais cet événement devenu à des passes d'armes entre le gouvernement et la marine nationale. Une précision indispensable à donner. Ces patrouilleurs étaient livrés conformément au contrat, c'est-à-dire sans leur système d'armes. Celui-ci était installé en Israël. Ces bateaux sont donc considérés comme civils ou militaires, selon le code chacun, selon le point de vue de chacun, avec une dominante de l'un ou de l'autre, selon la cause à défendre. Là encore, nous nous trouvons, si je puis dire, devant une géométrie variable. Ces 7 premiers bateaux livrés normalement, si j'ose dire, étaient amarrés à l'intérieur de l'arsenal militaire. Et pour qu'ils s'appareillent, l'ouverture d'un pont par la direction du port, donc tout ça c'était militaire, était nécessaire pour avoir accès à la grande rade puis à la haute mer. Ceci étant maintenant bien clair pour tout le monde, revenons au lendemain du départ pendant leurs essais des patrouilleurs 6 et 7. La marine nationale française et les gouvernants de la République ayant eu des heurts, le vice-amiral Bouillot, préfet maritime de la première région maritime, Manche et mer du Nord, ne veut plus entendre parler d'amarrer les 5 derniers patrouilleurs dans l'arsenal, mais dans le port de commerce. Il les considère comme des bateaux civils, donc il n'en veut pas dans une enceinte militaire, dans une darse appartenant au chantier mécanique de Normandie, en face des bureaux de Félix Amiot. Voilà dans quelle configuration se trouvent les 5 patrouilleurs lorsque j'arrive à Cherbourg fin juillet 69, affecté à la majorité générale, avec un titre ronflant, le secrétaire de la commission locale d'essai. Qu'est-ce que c'est que cette commission? C'est l'organisme chargé de suivre les essais des navires de tout type en construction dans l'arsenal et qui doit passer des mains de la DCAN, Direction des constructions armes navales, à la Marine nationale. C'est comme Alstom fabrique les centrales électriques, c'est pour l'EDF qui se les fabrique. Donc il arrive à un moment donné où il faut passer de l'un à l'autre, et là, il y a toute une commission qui surveille, qui essaye. L'arsenal du port de Cherbourg est le spécialiste de la construction des sous-marins, et à cette époque, le premier sous-marin nucléaire lance-missile, le Redoutable, est en phase d'essai. Je me retrouve donc avec les meilleurs cerveaux du moment, les meilleurs ingénieurs de l'armement, les meilleurs officiers de marine. C'est dans une équipe de génie que moi, Yves Petit, enseigne de vaisseau congénierie, je me trouve propulsé pour participer aux essais de la bête et écrire pour la marine des rapports techniques pointus. J'allais vite apprendre le nécessaire à l'école d'application atomique de Cherbourg en parallèle pour être en même temps à même de comprendre tout ce que je faisais et surtout ce que je devais faire et surtout ce que je ne devais pas faire.
Heureusement, j'apprenais très vite et mon cortex s'assimilait encore comme une éponge. Vous comprendrez, mesdames et messieurs, que j'étais très loin de me douter que j'allais un jour me retrouver impliqué dans une affaire de patrouilleurs non armés amarrés dans le port de commerce, construit par un chantier naval privé civil, dont j'ignorais même l'existence, et que tout cela n'avait aucun lien avec mon travail. Ma fonction était tout autre et j'ignorais complètement qu'il existait à Cherbourg. Les constructions mécaniques de Normandie, un chantier civil qui construisait des bateaux de guerre. Une mission israélienne. Et quelle mission? Avec de drôles de zèbres. Des bateaux, des fois civils, des fois militaires, destinés à Israël et amarrés devant les chantiers mécaniques de Normandie en zone civile. Que les Israéliens en ville, dans les restaurants, s'y promenaient, qu'ils étaient bien considérés par la population d'une ville assez fermée comme Cherbourg. Donc en fait, je ne connaissais que les parapluies et l'image de Catherine Deneuve. Pour moi, Cherbourg était surtout une ville située un peu au bout du monde, au climat maussade, ou Mossad, comme vous voulez, et surtout où nous y construisions nos sous-marins, et plus particulièrement nos premiers sous-marins nucléaires, le redoutable et le terrible. J'étais logé dans l'arsenal, à la caserne Blaison, qui était également la base sous-marine, commandée par le même officier qui commandait le redoutable, le capitaine de frégate Bernard Louzeau à l'époque, qui d'ailleurs termina sa carrière en tant qu'amiral 5 étoiles, chef d'état-major de la marine. Je travaillais à la majorité générale, qui était aussi au cœur de l'arsenal, qui comprenait, c'était quoi ce truc-là, la majorité générale? Ben, il y avait un major général, un contre-amiral, branche technique, Monsieur Lecoq, son chef d'état-major, un capitaine de vaisseau sous-marinier, qui avait fait les forces navales françaises libres, le capitaine de vaisseau Lamy, le chef de service technique, le capitaine de frégate de branche technique Dagneau, qui était aussi un gazard, l'adjoint du chef des services techniques, votre honneur, l'enseigne de vaisseau branche énergie Yves Bécher, le chef de service sécurité radiologique, un lieutenant de vaisseau atomicien, l'adjoint du chef de sécurité radiologique, un maître principal, Dobrowski, l'enseigne de vaisseau transmission, chargé de tout le matériel de transmission et de communication de l'époque, un maître mécanicien et toutes les secrétaires chargées de taper toute la paperasse. Il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait du carbone, des stencils, il y avait tout ça. Des quartiers maîtres, des matelots chargés du PC transmission, de faire circuler les messages à tout le monde, de faire tous les petits travaux, toutes les petites besognes. Voilà. Le décor est planté, je ne rentrerai pas davantage dans les détails de l'arsenal du port de Cherbourg parce que c'est très compliqué. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'il faut rajouter à cela que le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le terrible, était sur cale de construction et qu'il allait être lancé le 12 décembre 1969, en présence de M. Michel Debré, ministre de la Défense du gouvernement Jean-Jacques Chaban-Delmas. Ma tâche était bien loin des 5 patrouilleurs dont j'ignorais l'existence. J'étais plutôt occupé à 100% avec les sous-marins nucléaires de notre future force de dissuasion. J'ai appris l'existence de ces 5 navires en entendant des voix venant du bureau d'en face, du mien, de l'autre côté de la coursive. La coursive, c'est comme ça qu'on appelle un couloir dans la marine, même dans un bâtiment en béton. Du bureau de mon chef direct, le capitaine de frégate Dagneau, celui-ci discutait avec le lieutenant de vaisseau Giry, de choses et d'autres, et mon attention fut attirée un jour par des mots du genre « Alors, comment vont les Israéliens ?» Il faut que je vous précise que je suis le 4e et dernier enfant d'une famille chrétienne, et nous avons été élevés dans la droiture, l'honnêteté qui était de mise, l'amour du prochain, priorité absolue. Né en septembre 1943 à Paris, j'avais environ 3 ans lorsque j'ai commencé à comprendre certaines choses, et j'ai très tôt été troublé par ce qui s'était passé pendant cette guerre, surtout au sujet du peuple juif. Mon père était un jeune gendarme à l'époque, en poste à Drancy, où notre famille habitait, et c'est dans cette ville que j'ai été conçu. Alors que mon père, affecté à l'époque dans la garde mobile, faisait partie des gardiens du camp de Drancy, il eut des ennuis avec ses supérieurs, car il lui a été ordonné de faire monter les familles dans les trains, sans se poser la question, il a refusé tout net, et comme il était très têtu, pour lui la cause était entendue, pas question de participer à ce genre de truc, il a préféré désobéir, ce qui lui a valu une mutation à Montpellier, loin de ma mère, de mes frères et sœurs, mais en plus, comme disait Pierre tout à l'heure, il a été prévenu
des centaines de familles, partez, foutez le camp, il va y avoir quelque chose, ne me posez pas de questions, ne vous chargez pas d'une valise de quoi que ce soit, disparaissez. Donc, à la suite de ça, il a été muté à Montpellier, et ma mère se retrouvait seule avec ses frères et sœurs, et moi qui allais débarquer. Et rapidement, un déménagement à Paris 11e a écarté ce gendarme rebelle et sa famille de Drancy. Il fallait l'écarter absolument. À la suite de ces événements qui m'ont été racontés à la maison, très vite, j'ai compris ce qui était arrivé au peuple juif, que j'ai très vite porté dans mon cœur. Et je pense, avec le recul, que les événements vécus et entendus pendant ma petite enfance ont eu sur moi et mon inconscient une influence certaine sur mes comportements futurs. À chaque fois que j'entendais parler des Juifs d'Israël, mon attention était détournée et je prêtais l'oreille pour écouter ce qui se disait ou réagir si nécessaire. Après cette petite parenthèse, retournons, si vous le voulez bien, à la majorité générale du port de Cherbourg. Donc, en entendant ces quelques mots, j'ai cessé d'entendre et je me suis mis à écouter. J'avais Louis Fine à l'époque, les décibels des machines ne m'avaient pas encore bousillé les oreilles. C'est ainsi que j'avais appris qu'il existait une mission israélienne à Cherbourg et que les chantiers Amiot construisaient une flottille de patrouilleurs pour la marine israélienne et que par conséquent, une mission d'Israéliens chargée de suivre la construction de ces bateaux et de se familiariser avec leur conception, leur construction, leur propulsion. La qualité du travail qui était fait pour leurs bateaux était sur place, comme le font tous les clients d'un chantier naval qui a des navires en construction. Bien sûr, je gardais tout cela pour moi, et je commençais à me poser des questions sur ce qui allait se passer ultérieurement pour ces bateaux, compte tenu que, m'intéressant maintenant à ces patrouilleurs, j'écoutais à chaque fois qu'il y avait des discussions de ce genre entre mes deux camarades dans le bureau d'en face. J'en apprenais un peu plus à chaque fois. L'embargo, les pauvres Israéliens qui vont pas pouvoir récupérer leurs bateaux. Ils en ont pourtant bien besoin dans cette poutrière qui est le Proche-Orient. Et leur marine est leur point faible par rapport au reste de leur force aérienne et terrestre. Et les soviets qui arment les Arabes, etc., etc. La fin de l'année approchait. Le SNLE le Terrible allait être lancé prochainement. Et ces sacrés Israéliens avaient pris l'habitude de démarrer les moteurs de leurs patrouilleurs depuis fin novembre, tous les soirs à partir de 22 h. Et les laisser tourner jusqu'à minuit, parfois plus tard, pour les rôder, soi-disant. Par ailleurs, tout le week-end, il y avait bien sûr un officier de garde à la majorité générale. Cela se passait sans problème particulier, mais quand, environ 3 semaines avant Noël, tous les officiers concernés pour ce tour de garde dans la nuit de Noël furent convoqués pour trouver un volontaire, une pulsion m'est immédiatement fait porter volontaire en argumentant que j'étais jeune marié sans enfant. Et par conséquent, c'était la moindre des choses que de laisser quartier libre aux collègues pour aller passer Noël et les réveillonner avec leur famille. J'ai bien sûr été remercié à l'unanimité par le reste de mes collègues, et je fus très heureux d'être le maître des lieux cette nuit-là, car j'étais intimement persuadé que les Israéliens allaient appareiller en pleine festivité pour récupérer leur bateau. Et si ce qui devait arriver arriva, j'ignorais à l'époque toutes les astuces. Alors quand je dis des astuces, c'est création le 15 octobre de la société panaméenne Starboat Shipping and Oil Trading Company pour transférer ces bateaux à une compagnie de recherche pétrolière panaméenne dirigée d'Oslo pour rechercher du pétrole, de l'Alaska, etc. J'ai appris tout ça après en bouquinant un tas de documents. Mais ce dont j'étais convaincu, c'est que ces 5 bateaux et la mission israélienne allaient prendre la butte d'escampette et filer en direction directe d'Israël. Cette nuit-là, la météo était très mauvaise. La mer très forte. Et vers 2 h, le jeudi 25 décembre, les bateaux appareillèrent, traversèrent à grande rame. Plusieurs guetteurs les ont aperçus et m'ont appelé à la Majo pour me prévenir. On m'appelle en commandant, car être officier de garde à la majorité générale demande d'avoir au moins 4 galons. Sinon, je leur répondais, ok, je m'en occupe. Ok, commandant, merci, bonne nuit. Terminé, ok, joyeux Noël. Tac. Et je raccroche en gardant tout cela pour moi. Un des matelots de la majorité générale, de veille dans la vigie du toit, et lui aussi me prévenir, lieutenant, il se passe quelque chose dans la rade. Des bateaux à grande vitesse prennent la direction du large. Oh, écoute mon vieux, je sais. Je suis au courant, la marine nous a offert pour le royaume du champagne, des canapés et autres gâteries. Viens avec nous, on va fêter Noël avec les autres du PC Trans, descendre nous rejoindre dans la salle de réunion.
Je leur ai vidé les bouteilles de champagne dans les verres, ils se sont goinfrés de tout ce qu'il y avait, ils ont oublié les vedettes. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, rien. Je n'ai rien fait, c'est-à-dire que je n'ai pas prévenu la préfecture maritime, comme ça aurait dû être mon devoir, qui situé en ville ne voyait rien, et comme le seul qui avait à prévenir, c'était l'officier de garde de la majorité générale, la préfecture maritime n'a rien su, et n'a pas pu transmettre et donner des ordres en conséquence d'interception à Brest, aux bases aéronavales, etc. Je me contentais simplement d'informer le chef d'état-major de la majorité générale, le commandant Lamy, que quelque chose de bizarre avait traversé la rade pendant la nuit, il était environ 11 h du matin. J'étais sûr à ce moment-là qu'à leur vitesse, ils étaient dans les eaux internationales. Les patrouilleurs avaient largement eu le temps de sortir de la Manche et de faire route dans les eaux internationales. Alors, petite anecdote, j'ai une petite feuille que j'ai photocopié un petit passage qui est dans Paris Match, que voilà, le Paris Match du 10 janvier 1970, mise à prix 3 000 €. Il est dit, au moment où dans les églises de Cherbourg, les fidèles attendris entonnent le minuit chrétien, les sirènes de tous les navires au mouillage dans le port se mettent à hurler suivant la tradition. C'est aussi le moment où les moteurs Mercedes, c'est pas des Mercedes, c'est des Mentium, c'est pas grave, des 5 vedettes rugissent puissamment. Le commandant Ezra, dit le requin, engage la proue de la première d'entre elles dans la passe Est. Il y avait 2 passes, la passe Est qui n'avait pas beaucoup de profondeur et la passe Ouest. Il s'est dit, je vais partir par la passe Est parce que si quelqu'un veut me poursuivre avec un fort tirant d'eau, il va aller s'échouer. La vigie du Homais, qui sable le champagne avec ses copains, ne verra rien, ni personne, surtout du port à cette heure-là, et n'apprendra évidemment que 3 jours plus tard, comme tout le monde, en lisant les journaux. Donc, je vous redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le guetteur, les guetteurs les ont aperçus, ils m'ont appelé à la Majo pour me prévenir en m'appelant « Commandant, il se passe quelque chose, je sais que je m'en occupe. » Donc, tout le monde est persuadé que la marine n'a rien vu. Alors, comment le navire a éclaté? C'est à partir de la parution de ces articles à la une que les patrouilleurs légers rapides ont été appelés par tous les vedettes de Cherbourg. Alors, voilà comment tout le monde a été prévenu par un télégramme officiel envoyé par le préfet de la Manche, même pas par la préfecture maritime, par le préfet de la Manche, à monsieur Marcelin, ministre de l'Intérieur, ministre d'État, etc., au secrétariat général de la présidence de la République, au Premier ministre, et l'honneur rendre compte que le journal Ouest France de ce jour, seul organe de presse à diffuser cette information, signale départ clandestin à port de Cherbourg de 5 vedettes israéliennes non armées. Stop. J'avais attiré l'attention à diverses reprises à cette éventualité. Fin, le préfet Jacques Bruno. Voilà. C'est comme ça que la chancellerie, la présidence et les ministres ont été prévenus. Il est bien évident qu'après cette escapade des vedettes de Cherbourg, le ministre de la Défense, Michel Debré, pressé de trouver les responsables, sanctionne le vice-amiral Bouillot, préfet maritime de Cherbourg, le général Cazel, secrétaire général de la Défense nationale, et l'ingénieur général Bon, directeur des affaires internationales pour l'armement, président et rapporteur de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, chargé de garantir la régularité de ces exportations. Cela n'empêche pas la France d'être la risée des chancelleries. Quant à moi, petite enseigne de vaisseau, croyez qu'après mon silence, j'ai eu pendant 2 mois environ le trouillomètre à 0, car je me demandais si j'allais pouvoir continuer à faire mon travail passionnant sur les SNF, ou si j'allais pas plutôt suivre le même chemin que les têtes étoilées qui sont tombées. Eh bien non, non. Rien ne m'est arrivé,
Je n'en ai même pas entendu parler. Voilà, mesdames et messieurs, une facette inconnue des vedettes de Cherbourg. Maintenant, si vous avez des questions, posez-les toujours. Je vous répondrai dans la mesure où j'aurai une réponse satisfaisante à vous donner, compte tenu de ce que je sais et surtout de ce que je ne sais pas. Alors, un commentaire que je peux dire, c'est que cette affaire, c'est tout un patchwork d'événements qui se sont enchaînés, les événements politiques, les guerres, les bateaux commencés en Allemagne, continués, etc. Partout il y a eu des embûches, partout il y a eu des embûches. Et puis, bouquet final, au lieu de mettre un grain de sable dans la mécanique des vedettes, j'ai préféré mettre une goutte d'huile. Alors, comme je suis un garçon honnête, pour expliquer tout le cheminement qui nous a conduit à partir de patrouilleurs à arriver aux vedettes de Cherbourg, j'ai su puiser mes sources dans ce livre, Rap à Cherbourg, écrit par monsieur Justin Le Carpentier, quelques bricoles dans le Paris Match et sur de nombreux sites internet. Relations entre la France et Israël, Wikipédia, les missiles anti-navires dans le monde, Net Marine, Marine égyptienne, Wikipédia, Naval Encyclopédia, Guerre froide, URSS Comar, conférence de presse 27 novembre Wikipédia, Guerre israélo-arabe, Encyclopédie Larousse, Félix Savieux Normandie, Ouest-France, flotte de combat de Bernard Preslin, Moyen-Orient de 1945 dans des cours d'histoire, Guerre des 6 jours, Wikipédia, crise de Suez 1956, les clés du Moyen-Orient, le Proche et le Moyen-Orient, 1945-2010, Histoire Géo, Pérécie Info, Chi.tac. Voilà. Juste une petite question. Est-ce que les vedettes sont mises à la réforme aujourd'hui ou elles continuent à fonctionner? Est-ce que les vedettes ont été mises à la réforme actuellement? Maintenant, oui. Maintenant. Il y en a deux des 12 qui ont été vendus à la marine chilienne en 1980. Alors, je peux quand même vous lire un petit truc intéressant. Elles ont été très efficaces parce qu'elles ont mis très à mal la marine égyptienne et la marine syrienne. Ça, c'est la route qu'elles ont suivie. Alors, à un moment donné, un cargo les attendait au large du Portugal pour les ravitailler, parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de réservoirs pour aller jusqu'au bout. Elles ont été ravitaillées par un cargo qui n'avait pas du tout l'aspect d'un pétrolier ravitailleur. C'était un cargo anonyme, un vieux bateau, qui était plein de fuel, plein de gasoil plutôt, et qui les a ravitaillés. En cours de ravitaillement, la mer était très mauvaise, il y a eu un mélange d'eau et de combustible, il a fallu tout renvoyer dans le cargo, filtrer tout ça, ça a pris des heures, les bateaux étaient secoués comme des coquilles de noix, ils étaient tous malades là-dessus. Donc ils ont réussi quand même à refaire le plein, et ils ont eu un deuxième ravitaillement au milieu de la Méditerranée, et ils sont enfin arrivés au Nouvel An, à Haïfa. Un bon pied de nez supplémentaire. Alors, petite anecdote, il y a eu la bataille de l'Attaquié, qui s'est déroulée le 7 octobre 1973 durant la guerre de Kippour, et a opposé les forces navales de l'État d'Israël et de la Syrie. Le jour du jeûne de Yom Kippour, les Égyptiens et les Syriens en profitèrent pour lancer une attaque par surprise simultanément dans la péninsule du Sinaï et sur le plateau du Golan. Donc, il y a eu un appui des vedettes israéliennes. Il s'agit de la première bataille navale de l'histoire à avoir vu des combats entre les navires équipés de missiles anti-navires mer-mer et l'usage de contre-mesures électroniques. L'astuce que les Israéliens avaient mis au point, que n'avaient pas les autres, c'est
l'usage de contre-mesures électroniques. C'est-à-dire qu'il y a des astuces qui permettent de capter les ondes émises par les missiles et d'envoyer des ondes parasites qui les font aller ailleurs, si bien que d'arriver à leur objectif, elles vont s'abîmer en mer. Au début des hostilités, la marine israélienne s'attacha à détruire les capacités navales syriennes qui étaient équipées de missiles modernes soviétiques. La bataille s'est déroulée au large du port syrien de Latakia. Dans la nuit du 6 octobre, l'amiral Telem fait déployer 5 vedettes transmissiles et à 22h30, ils aiment bien la nuit, les Israéliens. Ces vedettes tombent par hasard sur une vedette transmissile syrienne placée en pique et radar. Elle fut coulée au canon. Mais cette dernière a pu donner l'alerte. La marine syrienne envoie alors 4 vedettes de type Komar et Osa. Les vedettes Osa, ce sont des vedettes Komar améliorées. 6 vedettes transmissiles israéliennes ont laissé l'ennemi tirer ses missiles au maximum de leur portée et ont employé des contre-mesures de brouillage radar pour les leurrer. Une fois que les Syriens eurent tiré tous leurs missiles, les Israéliens tirèrent leurs missiles Gabriel à la portée maximale. Plusieurs navires de guerre syriens furent coulés, la marine syrienne resta dans les ports, préférant abandonner le combat et ne combattit plus du tout jusqu'à la fin du conflit. Ils laissèrent tous leurs bateaux au port de peur de se faire couler. Ensuite, il y a eu la même punition avec la marine égyptienne. La bataille de Damiette est un combat livré le 9 octobre 1973 pendant la guerre de Kippour entre 6 vedettes transmissiles israéliennes et les vedettes égyptiennes de la classe Osa, qui sont des Komar améliorés. L'armée israélienne a remporté un brillant succès face à la marine syrienne à l'attaquer dans la nuit du 6 ou 7. Donc, deux jours après, Hermetsa se tourne maintenant vers l'Égypte, recherchant un affrontement décisif contre ses navires de guerre. À cette fin, 6 vedettes israéliennes se rangent en ordre de bataille devant Damiette au soir du 8 octobre. La réaction ne se fait pas attendre et sur l'ordre de l'amiral Fouad Zekri, 4 vedettes lance-missiles sont engagées contre les bâtiments israéliens. La bataille commence le 9, peu après minuit, alors que les vedettes égyptiennes tirent une première salve de missiles Styx contre les navires adverses, endommageant l'un d'eux. Quelques secondes plus tard, les vedettes égyptiennes tirent une seconde salve. Une autre vedette israélienne est légèrement avariée. Ayant épuisé leur stock de missiles, les vedettes égyptiennes font demi-tour pour rejoindre au plus vite leur base d'Aboukir, poursuivis par les navires israéliens qui font 10 nœuds de plus. Donc ils rattrapent. Les vedettes israéliennes rattrapent les bateaux égyptiens qui n'ont plus d'armes. Et alors là, c'est du gâteau. Il n'y a plus qu'à balancer des salves de missiles, Gabriel, et les 3 vedettes égyptiennes sont coulées et terminées. Alors eux font comme les Syriens, après avoir eu ces quelques bateaux coulés, ils restent à l'abri dans leur port, ils ne veulent plus sortir. Donc plus de marine syrienne ni égyptienne en Méditerranée pendant la guerre de Kippour. Monsieur, j'ose espérer qu'Israël vous a remercié largement. Mais Israël m'a remercié en m'accueillant. Ils ont quand même reconnu. Mais non, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient rien. Ouais, je sais. Rien dit après. Non, bien sûr. J'en ai parlé comme ça à des amis, mais bien longtemps après. Il y a 44 ans que ça s'est passé cette affaire-là, j'ai dû commencer à en parler au moins 20 ans après. Au moins 20 ans après. C'était pas une petite chose. Ah, mais j'étais un homme de silence. J'étais un homme de silence, c'est ce qui a permis aux vedettes de pouvoir partir tranquillement. 3 questions. D'abord, Michel, ensuite Madame. À Brest, non pas enseigne de vaisseau, mais apprenti matelot. Pour ceux qui ne connaissent pas la marine, il n'y a pas plus bas dans la hiérarchie. Et je peux vous dire, non, même pas mousse, c'est encore en dessous. Je peux vous dire en tous les cas que quand on évoquait ce sujet avec la hiérarchie, ils trouvaient tout simplement que c'était un bon coup et ils n'avaient pas l'air de le regretter énormément. Et quand je suis arrivé au ministère à Paris quelques jours après, on a eu aussi ce sentiment qu'au fond c'était bien, comme ça on se débarrasse du problème, et ainsi de suite. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé et quel était le sentiment des officiels. Disons à Cherbourg, les gens qui m'en ont parlé, moi j'entendais surtout parler dans le bureau en face, mais ouvertement personne m'en a parlé pratiquement. Alors, mais quand je les entendais parler entre eux, ils rigolaient bien, ça c'est sûr. La deuxième chose, si mes souvenirs sont bons, il y a eu une tentative du gouvernement français de demander à l'aviation d'aller bombarder
en haute mer les vedettes. Et l'armée de l'air a refusé en disant que ce n'était pas son travail. Alors, il y a eu l'armée de l'air qui peut-être a refusé, mais moi, ce que je sais, c'est que Jacques Chaban-Delmas a tout fait pour que cette chose-là ne se fasse pas. Il a dit, les bateaux sont en eau internationale, on ne peut pas se permettre d'aller bombarder des bateaux qui ne sont plus dans nos eaux territoriales. Sinon, déjà on est la risée de tous les pays, de toutes les chancelleries de par le monde. Ils avaient plus le droit. Donc, si jamais on fait ça, alors là, on va se faire bombarder de colibets, on va être mis dans la boue, là, complètement. Là, la France avait très mauvaise posture par rapport aux autres nations. Ça a été, je pense que dans différents pays, tout le monde a dû bien rigoler. Je voulais juste demander un détail qui n'en était pas un. Je me demande comment les Israéliens ont pu mener à bien leurs efforts pour se familiariser avec les vedettes, alors qu'il y avait déjà l'embargo. Et vous dites très justement que normalement ça faisait un certain bruit. Donc les essais étaient sonores. Alors, comment se fait-il que c'est passé, la mission israélienne était déjà en place depuis 1965-66. Petit à petit, les effectifs ont gonflé. C'était beaucoup de pieds noirs, les Israéliens qui étaient là, pour la langue française, évidemment. Et quand ils ont commencé à démarrer leur moteur à 22h, effectivement, ils disaient, quand des gens venaient leur poser des questions, mais qu'est-ce que vous faites? Vous en faites d'un raffut. Au début, les gens gueulaient à Cherbourg, mais on ne peut plus dormir, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et puis au bout de quelques jours, les gens disaient plus rien, et puis finalement, ils faisaient même plus attention. Ils faisaient même plus attention, et après c'était rentré dans la routine, tous les jours à 22h, ils démarraient les moteurs. Des fois ils arrêtaient à minuit, 1h, 2h. C'était rentré dans les bruits normaux. Oh, il y avait une surveillance très symbolique du moment que c'était, à partir du moment où c'était pas des bateaux considérés comme des bateaux de guerre. C'était de futurs bateaux de guerre, mais là il y a des bouquins entiers pour parler de cette particularité de catégorie dans laquelle on pouvait classer les bateaux. Est-ce qu'ils étaient civils? Est-ce qu'ils étaient militaires? Je vais vous lire un petit truc qui va peut-être éclairer votre lanterne, qui explique je vais essayer de résumer plutôt. C'était des bateaux qui étaient destinés, bien sûr, à ce conseil, et les Israéliens voulaient absolument trouver un moyen de les récupérer. Ils en avaient un énorme besoin. Donc, ils ont imaginé la création d'une société bidon qui s'appelle la Starboat Shipping, je ne sais plus quoi, recherche, machin. Des gens venus d'Oslo sont venus négocier à Cherbourg pour acheter ces bateaux. Alors, ils sont arrivés, bien habillés, costume, cravate, pour discuter avec les chantiers aviaux de la reprise de ces bateaux. Et en voyant ces vedettes, justement, on cherche 5 bateaux pour faire la protection pétrolière, ça tombe pile poil, c'est exactement ce qu'il nous faut. Je ne savais pas qu'on fabriquait des bateaux pour la recherche pétrolière qui ressemblaient à des vedettes rapides lance-missiles, mais enfin, bon. Alors oui, d'accord, l'idée n'est pas mauvaise, ça se passait en octobre 69, donc peu de temps avant leur petite escapade. Mais il faut l'autorisation du gouvernement français. Alors, il faut l'autorisation de la commission à l'exportation du matériel militaire, parce que c'était pas du matériel militaire, mais comme c'était destiné à faire des bateaux de guerre, c'est pas vraiment des bateaux civils, donc il faut l'autorisation de cette autorisation. Donc il y a eu le général Cazel, qui était secrétaire général à la Défense, qui était dans cette commission, et l'ingénieur général Bonte, qui était aussi chargé de
de cette affaire, alors que lui, il s'occupait surtout des problèmes de l'exportation des avions, enfin bon. Donc, ils ont examiné le truc, ils ont dit, bon, ben, tout paraît conforme, hein, c'est des bateaux bien civils, une compagnie panaméenne ayant un bureau à Oslo veut les acheter, pourquoi pas, avis favorable. Et après ça, ce document est parti, est monté chez le Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères, etc. Personne n'a rien dit, et le jour où les vedettes sont partis, crac, Michel Debré, il lui fallait des responsables pour calmer le jeu un petit peu. Il a démis de leur fonction le général Cazel et l'ingénieur général Bonte. Et puis, en leur disant, bon, ben, vous allez avoir une nouvelle affectation. Et les mois passèrent. Et puis, le général Cazel, voyant ça, rien ne se passe, toujours pas de effet d'affectation, il demande rendez-vous avec Georges Pompidou, qui lui dit, mais vous en faites pas, ce qui est promis, et finalement, il n'a jamais rien eu. Il en a eu marre, il était à quelques mois de la retraite, il a demandé sa retraite anticipée, il a quitté l'armée écœuré. L'ingénieur général Bonte, il a pas eu de peau, à 6 mois de la retraite, il a eu un accident de la route, il est mort. Voilà. Toi ? Je peux me permettre de répondre en partie pour compléter ce que vous venez de dire à la question de Mme Bartfeld. À cette époque-là, j'étais chargé de l'exportation des composants électroniques du groupe Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil. Et nous avions des relations bien entendu quotidiennes avec la mission d'achat du gouvernement d'Israël, dont vous avez parlé tout à l'heure, et en particulier avec l'amiral Rimon, qui était délégué israélien pour les achats de matériel militaire en France. Nous avons subi, bien entendu, à l'époque, les rigueurs de l'embargo, et le problème s'est posé, comment néanmoins approvisionner Israël, en particulier pour les tubes spéciaux des radars dont vous avez parlé tout à l'heure et qui vont équiper les vedettes et qui vont permettre les contre-mesures dont vous avez parlé. Et nous avons trouvé des oreilles attentives en Belgique. Et finalement, les contrats qui avaient été passés par le gouvernement israélien, nous avons pu trouver une société écran en Belgique, ce qui nous a permis de livrer ce matériel en Belgique, et ensuite, je ne sais plus par quelle voie, il a abouti là où il fallait. Juste quelques mots, un petit pour compléter. Alors, pour la petite histoire sur la lancée de ce que vous venez de dire, il y avait également des astuces utilisées pour permettre à l'aviation israélienne d'être approvisionnée en pièces de rechange, notamment pour le Mirage 3. Ces pièces de rechange étaient approvisionnées et achetées par des sociétés australiennes en Australie, donc les pièces partaient en Australie et remontaient en Israël. J'ai eu affaire à eux aussi. La mission israélienne a-t-elle donné de ses nouvelles à Cherbourg? Non, ils sont partis. Ils sont pas été tout. Il y a peut-être eu des nouvelles entre des jeunes gens et des jeunes filles de Cherbourg, peut-être, mais il n'y a pas eu d'autres genres de nouvelles, on n'en a plus entendu parler. Les vedettes étaient payées. Oui, elles ont été payées le dernier soir. La morale Limon, Boca, a donné un chèque de 5 millions de dollars à M. Alliot. Et d'ailleurs, dans Paris Match encore, ils disent qu'au moment où tout le monde chantait Minuit chrétien, M. Alliot était parti se reposer à Cannes, pas du tout. Il était chez lui, et l'amiral Limon lui donnait le solde pour payer les vedettes. Et c'est uniquement après, une fois qu'il a « Ouf, j'ai eu mon argent, je ne vais pas être obligé de débaucher et de fermer le chantier », qu'il est parti à Cannes se reposer. Quelle a été la réaction du général de Gaulle? Eh bien, le général de Gaulle, il n'était plus au gouvernement. C'était Pompidou. Il était très en colère. J'ai vu hier justement une vidéo qui montre la réaction de Pompidou après le 1er janvier. Hein? Alors qu'est-ce que vous allez faire?
Tout ce que je demande, demain matin au petit déjeuner, pas de limon et pas de mocha. J'ai une question qui me paraît intéressante. Quelle est la motivation de De Gaulle quand il a prononcé cette fameuse phrase, un peuple d'élite sûr de lui-même et... Alors, question, est-ce qu'il était antisémite ou pas? Alors, moi j'ai eu un élément de réponse. Je suis beaucoup intéressé à De Gaulle, que j'ai beaucoup admiré d'ailleurs. Et il y a un gars qui avait écrit un bouquin sur De Gaulle et la religion. Alors il a fait des enquêtes, y compris dans la famille de Gaulle. Il m'a raconté ceci, il m'a dit, quand De Gaulle a prononcé cette phrase, il a eu un repas de famille où il a été interpellé par sa famille. C'est-à-dire que autour de lui, sa famille ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Alors il aurait répondu, mais je sais très bien ce que je fais, car j'ai étudié les religions et leurs sources avec mon père. Alors je précise que son père était royaliste, anti-républicain. Il avait d'ailleurs été professeur dans une institution catholique et anti-républicain, et donc c'est peut-être pas étonnant que De Gaulle ait eu cette influence de son père. Et deuxièmement, également ce que l'on peut ajouter, c'est que les... Comment faire? C'est que... oui, De Gaulle n'était pas antisémite en général, parce que De Gaulle, si des Juifs qui l'ont aidé aimaient la France, il leur donnait tout le pouvoir, que ce soit depuis Cassin, etc. Alors voilà, il y a une énigme là qui n'est pas encore levée, et je voulais apporter votre connaissance. Moi j'ai lu effectivement quelque part que non, De Gaulle n'est pas antisémite, mais il voulait pouvoir progresser dans sa politique arabe pour des questions énergétiques. Et pour garder un équilibre des forces au Proche-Orient. Je voudrais citer une objection sur De Gaulle. Juste après la guerre, quand disons, il y a eu le premier parti gaulliste, le RDF, qui a été fait, ma voisine qui m'avait sauvé pendant la guerre faisait partie de ce parti, qui était vraiment très très longtemps. Elle m'a amené un jour justement à une réunion qu'il y avait là-bas, j'avais à peine 12 ans, et ça se trouvait sur le vieux port de Marseille, là où il y avait l'hôtel d'Oasis, et il y avait un escalier qui montait énormément, et en haut de l'escalier, il y avait un tableau énorme qu'il y avait dans tous les livres d'histoire de notre époque, de Louis XIV, en majesté, hein, et donc pour le parti. Et De Gaulle espérait effectivement remettre la royauté, mais Henri IV, là, ici, vous l'avez, était tellement bête qu'il a dit il est trop bête, c'est pour ça qu'il ne lui a pas redonné la royauté. Encore une question. C'est vrai que nous pourrions rester encore très longtemps à écouter les souvenirs de notre ami Ariel Béchet. Maintenant, je peux dire son nom. Alors, encore une question éventuellement. C'est pas une question, mais on se souvient très bien de Jacques Martin à la télévision le dimanche dernier. Parce qu'il a fait un spectacle en se moquant justement de... Ah, c'est possible, oui. Oui, Jacques Martin, à propos des vedettes qui ont foutu une camp sur le nez du gouvernement. Bernard Chénier aussi. Allez. En votre nom à tous, je remercie Yves-Ariel Béchet pour son exposé tout à fait intéressant, avec des détails d'une précision extraordinaire et en même temps des souvenirs personnels. Et certains de nos amis présents ont vécu aussi d'assez près, je pense à toi en particulier Werner,
ont vécu de près et ont même participé à cette aventure tout à fait exceptionnelle. Alors, encore merci.